aimé, c'est bien ça. Donc, on a la chance d'avoir Younes qui a pu déjà lire l'ouvrage de Sekhalid. On lui a demandé le montant. Donc, l'animateur un peu de cet événement. Donc, il va juste parler de son impression du livre et aussi nous présenter Si Aziz. Et lui donner la parole donc, pour une intervention de combien de temps, Si Aziz, à peu près? Après, je pense qu'on va un peu définir Oui, bonjour. D'abord, merci de votre présence. Et si vous me permettez, j'ai une personne qui m'a toujours suivi de loin, qui s'appelle Véronique. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, le livre, et puis il y aura peut-être deux contes. Et vous apprendrez pour quelles raisons ces deux contes. Très bien. Donc, je donne la parole à Younes en premier et après donc, les présentations, il va poser quelques questions avant de passer à l'échange avec l'audience. Merci Younes, je te donne la parole. Bonjour à tous. Nous sommes ici ensemble à l'occasion de la publication du bouquin Tant de choses à vous raconter, écrit par notre cher ami et collègue Aziz Faye. Tout d'abord, j'aimerais bien vous parler du point négatif de ce livre. Je sais que les gens ne commencent pas par ça, mais moi, j'aimerais bien commencer par ça. C'est que quand on finit de lire ce bouquin, on a envie de lire plus. Tellement on est dans l'histoire, comment dire, on intègre les histoires. Euh, on voit que là, c'est écrit tant de choses à vous raconter, donc c'est pas une seule chose, c'est pas une seule histoire, c'est plusieurs histoires. C'est une petite histoire que Monsieur Aziz a pu vivre ou rencontrer des gens qui l'ont vécu et, il les a rédigés, il les a mis dans son bouquin. Il y a une histoire qui m'a marqué, c'est l'histoire de Chico et Pico. Donc, Chico Pico, ils présentent comme des singes dans l'histoire. Mais en vrai, c'est des collègues que Aziz a eu sur ces chantiers. Et il a présenté l'histoire d'une façon à tirer une leçon de cette histoire. Et en fait, c'est le cas dans toute cette histoire, c'est que des leçons à tirer, c'est de la sagesse. Faut prendre ce bouquin comme un rex de vie, donc un retour d'expérience sur comment dire, tes vécus. Tout à fait, c'est le vécu, c'est le croisement des gens, c'est comme ça qu'on s'enrichit. Exact. Et je vous conseille, après la lecture de ce bouquin-là, d'aller chercher le premier bouquin. Je ne sais pas si on peut encore le trouver en vente. En vente, au niveau stock, je crois que je suis en épuisement, mais j'attends parce que le premier a été traduit au Maroc par des personnes très sympathiques. Et peut-être, sous peu, on va essayer de rassembler le premier et le deuxième afin de respecter le pont euh, entre l'Europe et l'Afrique. Donc, je ne veux pas parler des histoires parce qu'en même temps, je ne veux pas vous brûler les étapes. J'aimerais bien que vous les découvriez vous-même. Euh, Ben, j'ai une question. J'aimerais bien poser une question. Je t'en prie. La récolte de ces histoires, combien ça va? Quelle était la durée nécessaire pour voilà, écrire ces histoires? C'est vrai que le premier, j'ai mis 9 ans pour l'écrire. Et le deuxième, la chance qu'on a eue, bon, c'était pas une chance, mais bon, en tout cas, c'était une chance pour moi, le Covid, qui m'a permis d'avoir plus de temps. Et donc, tout ce temps-là, je l'ai consacré à écrire, ce qui a duré pendant 3 ans. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Là, je n'ai rien préparé pour. Je me suis fait avoir par les questions, les questions, je vous livre au fur et à mesure, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ouais. J'ai d'autres questions. Vas-y. Et que je vais te poser après. D'accord. J'aimerais bien. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Je te laisse présenter.
Oui, c'est vrai, déjà, c'est une salle magique parce que nous avons l'habitude avec Véronique de faire la présentation dans des librairies, médiathèques. Et là, c'est un lieu exceptionnel. Je ne sais pas si je vais commencer ou non. Je ne vais pas commencer. Je commence ou non? Alors, je commence. Ben, je peux te laisser un mot à M. le Consul avant que je commence. C'est lui qui nous accueille. Bah, merci. Juste, on est ravis. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Le consulat, il appartient à vous, compatriotes, et bien sûr les écrivains. C'est l'occasion d'échanger avec nos amis français. Et il y a des jeunes aussi avec nous et la communauté marocaine. On va essayer aussi d'enregistrer pour permettre à un maximum de personnes de suivre et de consulter donc cet échange que je suis sûr sera très, 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 très bon, Inch'Allah. Donc, on est ravis de te recevoir chez toi. Hein. Tu es chez toi. Merci. Marhaba, marhaba. Voilà, tout à fait. Alors, merci. D'abord, merci à vous d'être avec nous. Et vous savez, moi, j'ai souvent pour habitude de rendre hommage aux personnes qui enrichissent mon existence. Aujourd'hui, je m'adresse à deux personnes parmi vous. C'est vrai, elles sont formidables. Elles sont toujours à l'écoute et toujours présents auprès de nos concitoyens. Alors, je leur dirai merci de nous avoir accueillis dans ce lieu magique, rempli d'histoire. Je dirai merci à M. Théodore, notre consul, et je me permets de vous offrir une enveloppe. Et c'est vrai que j'ai l'habitude ici, la deuxième personne, elle me regarde en plus. Alors, c'est mon frère, mon ami, Martin. Après, tu vas comprendre. Après, je vais bien avoir comprendu là. Bon, c'est vrai, mes chers amis, depuis que j'ai quitté mon pays natal, vous savez, j'ai toujours ma grand-mère présente dans ma mémoire. Ah, Véronique, tu connais. Elle s'appelait Fatma. Elle avait le dos courbé, un regard profond qui animait son visage marqué par les années. Sur elle, il y avait toujours une sacoche. Ça me rappelle votre grand-mère. Dans sa sacoche, elle avait beaucoup d'argent. Jamais, jamais, jamais donné un centime. Mais vous ne croyez pas? Demandez à mon frère Raïm ou à mon cousin aussi. Mais contrairement à la nuit tombée, dans sa petite chambre, il allumait quelques bougies. D'abord, pour créer une atmosphère. Il nous racontait des histoires. Oui, des belles histoires. Histoires de sagesse et d'espoir. Et ce qui valait largement le contenu de sa bourse pour moi. Mais là, lorsqu'il nous a quittés dans le delà, mes chers amis, comme vous savez, toutes les grand-mères ont toujours une sacoche sur elles. Alors, comme par magie, le contenu de sa bourse s'est volatilisé, laissant place à ces belles histoires. Mais afin que ta grand-mère, ma grand-mère ne sombre pas dans l'oubli, aujourd'hui, dans ce lieu magique, je vais essayer de choisir une main innocente. J'espère qu'elle en a. Afin de puiser dans sa sacoche une histoire d'elle pour la partager entre nous. Maintenant, monsieur le consul, je ne sais pas si des mains innocentes ici parmi nous. Alors, on va choisir la plus jeune. C'est peut-être un peu rapide. Après, je vous explique. Ah, c'est pas de la chance parce que Mirabel, c'est pas pour moi. Il n'y a pas une meilleure personne qui pourra faire le pont ou le lien entre l'Europe et l'Afrique que Véronique. Elle vient de lancer pour assister avec nous.
la voix qui suffisamment. D'accord. Alors, Mirabel, je vais essayer sans, monsieur le consul. Je pense que j'ai. Pas évident. Mirabel, vous connaissez la mirabelle? C'est un joli petit fruit, tout gonflé de soleil et qui ressemble à un bonbon. C'est vraiment le symbole de la Lorraine gourmande. Elle est si imprégnée sur nos territoires qu'elle appartient autant au passé qu'à l'avenir. On a retrouvé déjà sur le site gallo-romain à Grand, dans les Vosges, des noyaux de la petite prune dans les puits. D'ailleurs, dans les Vosges, on constate la plus grande densité au monde de mirabelliers. On dit aussi que c'est le duc de Bar, duc de Lorraine, René Ier, qui l'aurait rapporté d'un voyage en Asie. Et alors, ce joli fruit, couleur miel doré, avec des petits points roux, symbolise effectivement le blason jaune et grenat de la Lorraine. Vers 1900, nos territoires lorrains et Alsace avaient beaucoup de vignes et un champignon a décimé les vignes et on a remplacé ces vignes par des mirabelliers. Les agriculteurs, effectivement, ont semé de nombreuses pousses pour que les mirabelliers grandissent et ils ont mis en exergue cette petite drupe si sucrée, si cristalline, si gourmande et qui s'accommode de mille et une façons, de l'entrée au dessert. Pensez au petit déjeuner avec les très bonnes confitures de Mirabelle. Elle accommode les plats, volaille, gibier, poisson. Et que dire de la fantastique tarte à la Mirabelle pour le dessert. Alors effectivement, j'ai peut-être quelques lacunes historiques pour vous dire son origine, mais en revanche, je peux vous raconter pourquoi ce fruit s'appelle la mirabelle. Alors je vous emmène dans les Vosges, dans une vieille ferme, néanmoins confortable et assez cosy. Là, il vit Mira, une belle jeune fille qui vit seule avec son papa parce qu'il est veuf. Et elle fait tout pour accompagner le vieillard qui est maintenant bientôt en fin de vie. Une vraie petite abeille, Mira. Elle brique la maison tous les jours, du matin au soir, cire les planchers, les mets, les buffets, cire les chaussures des uns des autres, prépare les délicieuses spécialités lorraines, comme la tourte à la grenouille ou encore la bûchée à la reine. Et bien sûr, elle n'échappe pas aux corvées de la lessive. Vous savez, la lessive qu'on faisait une fois par semaine au lavoir. Donc, elle se rend avec ses camarades au lavoir situé juste au bout de leur propriété où il y a les remparts de la ville. Et alors que les jeunes filles s'attellent à cette lessive, arrive sur le chemin une vieille femme, hideuse, courbée, marchant avec une canne. Toutes les camarades de Mira sont effrayées et reculent. Mira, elle, ne sourcille pas, ne bronche pas. La vieille femme s'adresse à elle et lui demande « Un petit quignon de pain. J'ai faim. J'ai rien mangé depuis hier. La charité, mademoiselle. » Mira, au lieu d'être effrayée par cet hideux visage, cette bouche aux dents pourries et noires, à ce nez aquilin perché d'une vilaine verrue, mais non, au lieu d'être effrayée, elle est pleine d'empathie et de compassion. Et elle propose à la vieille femme d'entrer à la ferme pour vraiment profiter d'un repas complet. Elle sent toute la fatigue de la vieille femme et lui propose même de passer la nuit
dans un lit confortable. Au matin, la vieille sorcière, qui vous vous en doutez, vous me voyez arriver, était une fée déguisée, se dit qu'il faut absolument remercier cette générosité, cette compassion. Et alors qu'elles allaient quitter le domaine, elles arrivent devant des arbres morts, très secs, vierges de tout fruit. Et là, la vieille femme avance sa baguette, son bâton, sa canne, devrais-je dire, mais qui en fait était une baguette magique, qu'elle secoue sur tous les arbres. Et les voilà qui se recouvrent de jolis fruits dorés, acidulés, sucrés. Et alors, elle proclame à tout l'entourage, devant tant de bonté d'âme, Mira, devant tant de générosité, devant une telle beauté physique, ces fruits, pour te rendre hommage, se nommeront Mirabelle. Et voilà, vous savez tout du secret de la Mirabelle. Alors, pourquoi ce choix de conte? Aziz, enfant du Maroc, est venu à l'âge de 14 ans dans notre belle Lorraine, et c'est un enfant du pays, un enfant adoptif, mais c'est un enfant du pays. Donc, il me semblait important. En plus, Aziz vit à Lunéville, tout près d'un petit village qui s'appelle Roselière et qui est le berceau de la Mirabelle. Il y a la maison de la Mirabelle à Roselière que je vous invite à aller visiter. C'est très, très sympa. Donc, pour vous remercier, Monsieur le Consul, je suis très honorée de cette invitation. Vous remercier Aziz qui m'a fait le plaisir de m'inviter. Je voulais vous raconter voilà, un conte de légende lorraine, mais je vais repasser la main à Aziz qui maintenant va vous emmener peut-être vers d'autres contrées bien plus lointaines, maintenant qu'on a fait le pont entre nos deux cultures. Et pour vous remercier de m'avoir invité et accueilli, Monsieur le Consul, j'ai préparé des petites spécialités à la Mirabelle. Oui, Aïn, oui, oui, tout simplement par rapport à le micro. Voilà, merci. Je voulais tout simplement compléter un petit peu ce que vous avez raconté sur la Mirabelle. Moi, il y a quelques années, il y a une décennie, à un moment donné, il y avait un concours de gastronomie, de cuisine entre les quatre pays c'est-à-dire la région Grand Est, Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne, sur la cuisine. Et j'avais l'idée avec des amis de préparer un plat à partir de la mirabelle, mais un tagine, un vrai tagine, poivré, mielé, miel. Et comme par hasard, le plat a gagné le premier prix. C'était incroyable, mais vraiment, bien sûr. Et aujourd'hui, il est repris dans plusieurs restaurants, dont un étoilé. Et ce tagine, il est un peu plus. C'est vrai, le fait de le préparer avec une sauce poivrée et le mielé, c'était quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà. La mirabelle a vraiment été un fruit magnifique. On a aussi essayé de planter dans l'est du Maroc et en montagne et on a réussi à. Ce n'est pas le même goût, c'est vrai, ça change un petit peu, mais on a réussi à avoir des fruits atiniciens, c'est-à-dire dans l'oriental marocain. Merci Raïm. Alors, nous avons le choix. Parce qu'il m'a dit que je suis rentré, c'est avec à l'âge de 14 ans. Est-ce que je lui raconte une histoire qui va parler peut-être d'un curé, ou je choisis une innocente à choisir une nouvelle histoire? Je pense que pour te faire plaisir, je te raconte l'histoire du curé. Hein? Alors, vous savez, en France, on aime bien la pêche. Hein? On adore la pêche. Le curé également. C'est un peu perdu. On fait deux histoires en même temps.
Bon, je vais raconter celle du poisson. Alors, il y avait un petit garçon qui habitait à une ville, hein, et qui aimait aller à la pêche avec son papa. Et chaque fois que tu rentrais, parce que il était content, d'abord il attrapait, et puis sa mère, comme Rami nous parle de la cuisine, elle savait très bien cuisiner. Donc, pour faire un peu le lien avec Raïm. Elle cuisinait très bien, puis le garçon était content. Un samedi, pas comme les autres, hein, le petit garçon avec son papa, ben, ils vont pas loin de Roselieu pour pêcher, donc la montagne. Donc, en rentrant, il attrape un énorme poisson. Et je ne pourrais même pas vous le dire. Alors que le gamin était content. Parce qu'il s'est dit, je vais rentrer à la maison et je vais pouvoir le déguster et le manger. Le manger. Mais une fois rentré chez lui, son papa lui demande d'aller chercher le journal. Ah, ça ne se passe pas comme d'habitude. Le gamin n'est pas très content. Donc, le refuse au départ. Le papa insiste. Je te dis d'aller chercher le journal et d'emballer le poisson et de l'amener sur le curé. Comme c'était un enfant, un jeune homme de bonne famille, il obéit. Il va chercher le journal, il emballe le poisson et l'amène chez monsieur le curé. Mais à tout à l'heure, il pousse la porte, paf, il pose le poisson. Mais au moment de sortir, le curé l'attrape. Ah, vilain petit garçon, c'est comme ça qu'on offre le poisson au curé. Eh bien, reprends ma place. Donc il reprend le poisson, il sort, il toque, il la main assis à la voix du curé, bien sûr. Et puis, une petite voix lui dit, entrez. Le curé dit, mon papa a le plaisir de vous offrir ce poisson. L'enfant lui dit, posez-la sur la table. Et puis, il fait semblant de rentrer sa main, pas dans sa sacoche, mais dans sa poche. Et le curé dit, petit vilain, c'est de l'argent que tu voulais. Allez, viens, laisse-moi la place. Donc, le petit garçon sort avec le poisson, il toque, le curé dit, rentre, le gamin rentre, il pose le poisson sur la table, et le curé sort 3 pièces de sa poche. Alors, on va être en euros. Une pièce de 50 centimes, une pièce d'1 euro, une pièce de 2 euros. Il posa la pièce de 5 centimes à droite, et puis dit au petit garçon, non, enfin, si tu choisis cette pièce, tu iras directement au paradis. Par contre, si tu prends la pièce d'1 euro, tu iras au purgatoire. Mais mon enfant, si tu prends la pièce de 2 euros, eh ben, tu iras directement à l'enfer. Ah, elle a compris. Mais le gamin, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prendre la pièce de 50 centimes. Il peut être très content parce qu'il s'est dit, je peux récupérer le reste. Mais le gamin continue à prendre la pièce d'1 euro. Vous la connaissez? Non. Donc, il continue à prendre la pièce d'1 euro. Ensuite, il prend la pièce de 2 euros, puis il dit au curé, monsieur le curé, eh bien, comme ça, j'irai là où j'ai envie. Et cric, et cric, et nos histoires rentrent dans leur sac. Voilà un peu. Bon, c'est vrai qu'on en a plein, mais je ne vais pas vous endormir. Je préférais vous raconter celle-là pour défendre un peu. Il y en a encore plein dans le sac. J'en ai plein, 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 plein. Mais par contre, je ne raconte pratiquement jamais les histoires qui sont de mon livre. Parce que je préfère que le lecteur découvre. Après, s'il peut revenir vers moi. Mais comme je disais, si vous voulez que je vous explique un peu comment ça s'est passé mon parcours. Alors, avant de commencer à écrire, je côtoyais un vieux sage. Et ce vieux sage, tous les dimanches, il m'invitait à boire le café. D'abord, il parlait de l'Algérie, beaucoup d'Algérie. Et chaque fois que tu voulais illustrer notre discussion, il me racontait une histoire. Bon, moi, j'écoutais par respect. Et après, je ne tenais pas compte. Un beau jour, j'ai croisé une jeune personne qui était en pleine détresse. Et c'est là que je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas raconter l'histoire du sage? Et quand j'ai vu son sourire, son visage, ah là, je me suis dit, le vieux sage, c'est pas le café qu'il m'a offert, mais un trésor. Et j'ai continué donc à partir de ce moment-là. Et quelques années après, j'ai eu l'occasion, comme je disais au jeune homme, j'ai croisé un couple français qui m'a fait confiance sans jugement. Et c'est là que j'avais envie de les ramener avec moi dans l'aventure. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire et puis à mettre donc, sur une page afin qu'ils ne sombrent pas dans l'oubli. Voilà, c'est comme ça mon parcours. Et quand je suis rentré en France, c'est vrai, 14 ans, Raïm, il peut le trouver. Je connaissais 2 mots en français. Mina, jolie Mina,
Mickey, joli Mickey. Rien à cacher. Donc, c'est comme ça. Et puis, c'est les rencontres qui m'ont fait la vie associative. Et puis, je dirais merci à mon frère aussi, qui m'a permis, qui m'a donné l'occasion d'évoluer. Bon, on n'est pas dans la même ligne, mais bon, lui aussi, il est dans la sagesse. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Ben, justement, la famille Faye, c'est vrai que je connaissais Rahim avant d'avoir l'honneur de te connaître aussi. Je crois que cette famille, elle a un secret. Il faut que tu nous expliques ça aussi. Parce qu'avoir des personnes de cette trempe de la famille Faye, avoir donc cette possibilité d'élargir les connaissances, l'impact, surtout à travers une diplomatie culturelle, médicale et autres, cet altruisme. Comment pourrais-tu nous expliquer? Je sais que Rahim pourra aussi ajouter des mots, mais je veux que tu me détailles un peu. D'accord? Merci. Merci. Là, il m'oblige peut-être à commencer par la première histoire de Point-Libre. C'est vrai, en fait, le secret, c'est qu'on avait une maman formidable, hein, une maman formidable. Et quand j'étais enfant, ma mère, elle croyait que j'avais un don. Parce que je ne sais pas pourquoi. Notre porte était toujours ouverte. Et puis de dire, mon frère. Il y avait des gens qui venaient, soit pour discuter avec notre maman, ou soit pour se soigner le mal de tête. Et quand ils venaient chez nous, moi j'étais content parce que ma mère m'envoyait chercher des cailloux dans 7 rues différentes. Et chaque rue, il faut trouver un caillou. Et revenir, le mettre dans une casserole à l'eau bouillante. Et moi, je devais faire le tour 7 fois autour de la personne. Et comme par magie, le mal s'en va au bout du 7e tour. Et donc, alors, elle est belle parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres personnes, d'autres villes marocaines. Et je pense que monsieur le consul dans Laval, il peut confirmer que ça se fait à peu près de la même manière, mais pas avec les cailloux ou à la plage, je ne sais pas, dans d'autres régions. Est-ce que c'est bien ça? Quoi, à 7 poissons, 7 cailloux, 7 vagues. On me dit qu'à Casablanca, c'est 7 vagues. Ah, 7 vagues. 7 vagues. Donc, vous voyez qu'au Maroc, c'est différentes cultures. Donc, je ne me trompe pas. Je ne m'en trompe pas. Exactement, c'est et c'est vrai, pour revenir un peu à la sagesse, quand le vieux sage est décédé, il fallait que je trouve quelqu'un d'autre pour m'enseigner, pour continuer mon chemin. Parce que c'est mon but un jour d'arriver et d'être un sage. Et comme ça, je pourrais vous dire, ou je pourrais te dire comme un jeune, si tu t'assois à côté de moi et que je ne t'apprends rien. Donc, mon existence ne sert à rien. Et pour la sagesse, j'avais ce monsieur, je l'ai perdu. Il fallait que je trouve quelqu'un d'autre. Alors, j'ai cherché. Une fois que je suis tombé sur, pour revenir à ma mère, une fois que je suis tombé sur une dame qui ressemble à ma mère. Rien que par son sourire, j'ai compris que c'était celle que j'ai cherchée. C'est bien ça dans le livre. Exactement. Celle que j'ai cherchée. Donc, il m'a accueilli chez elle, ils sont allés, et chaque fois, il posait des questions. Et la dame ne répondait pas. Septième, septième jour. On revient toujours au chiffre 7. Au bout du 7e jour, j'ai compris que la sagesse, c'était la patience. Alors, j'ai pris mon sac à dos, je suis parti chez moi. Arrivé devant ma maison, oh, j'ai vu ma femme dans les bras d'un homme. Ah, j'ai failli de courir. Et soudain, elle me dit ça. Et quand je me suis approché, c'était son frère. Bon, là, on peut aussi donner d'autres sens. Bon, voilà un peu les histoires qu'on peut trouver chez moi. Mais en tout cas, toutes ces histoires, je vais vous dire franchement, c'est suite à des discussions que j'ai eues avec des gens. C'est là que je me suis enrichi. Parce que moi, je n'invente rien du tout. Et je suis moi-même. Je pense que Véronique, elle pourra le dire parce qu'elle a assisté à la première présentation avec 80 personnes à la salle. On n'a pas pu tous rentrer. Et avec Véronique qui peut confirmer par rapport au changement, ce qu'il y a des changements, c'est toujours Aziz qu'on connaît, qu'on a vu. Voilà, donc moi je suis moi-même, j'essaie de donner ce que j'ai au fond
Et j'espère retrouver d'autres personnes qui peuvent aussi m'enrichir et puis qui puissent avancer. C'est ça le but de ma vie. J'ai rien d'autre. Par contre, le livre, c'est vrai que ça marche très bien parce que j'ai pas mal de présentations, donc je vais un peu, je donner des infos. Tous les 15 jours, je suis invité pratiquement dans la région. Le 24 septembre, j'aurai un rendez-vous littéraire, même si je ne suis pas trop littéraire, mais j'ai un rendez-vous littéraire. Le 7 octobre, j'ai la médiathèque qui m'oblige à faire une présentation parce que, comme dit, je suis un enfant de Lunéville, alors que je suis, c'est vrai que soutenu par le comité de communes de Lunéville, je suis soutenu financièrement. Moi, je ne le cache pas, j'ai rien à cacher, c'est une passion. Moi, c'est une passion. Je suis soutenu par pas mal de partenaires et c'est pour ça que je suis ravi d'être aussi avec vous dans ce lieu magique et rempli d'histoires par des actions que vous avez menées. Peut-être qu'on ne le dit pas assez, mais moi, je les vois. Et les actions que vous avez menées, ils ont rempli ces lieux, des histoires. Je ne sais pas si vous avez des questions. Monsieur, peut-être. Là, c'est la plus timide. Pour animer avec Allez-y. euh, euh, Premièrement, je suis content de voir parce que vous racontez avec Madame Fiorni, parce que ça nous rappelle aussi des souvenirs. Euh, nos grandes mères qui nous racontaient souvent, ce sont les femmes. Il faut vous le dire, dans le conte, chez nous, c'est la femme, souvent. On nous racontait l'histoire de Reina, ça vous dit quelque chose? L'histoire de etc., Kika ou Coucou, etc. C'est des histoires qui nous restent dans la mémoire. Et là, dernièrement, je suis très, très content parce que le Maroc vient aussi de signer quelque chose d'important. C'est le patrimoine immatériel. C'est-à-dire que ce n'est pas le patrimoine matériel, mais les contes font partie de ce patrimoine immatériel qui nous interpelle. Il y a même des accointances. Moi, j'avais lu Louis Pitts sur légendes et contes et légendes de Lorraine, et je trouvais que des échos par rapport à nos histoires chez nous. Et la même chose sur les contes en Alsace, sur les faits, sur des choses. Alors, je voulais vous interpeller surtout sur la question, quelle est la coïncidence, ça veut dire quelles sont les choses quelquefois, parce que vous fréquentez beaucoup là, le milieu des contes, certainement. Il y a même des festivals en France sur les contes, etc. Donc, quelquefois, quelle est la différence entre ici et là-bas sur certaines choses? En France et au Maroc. Voilà. D'accord. Justement, Voilà. C'est vrai que le dernier article, bon, d'ailleurs, qui a été publié par notre consul, il disait que mon souhait, c'est d'aller compter sur la place d'Absid Al-Douab à Oujda. Et ce que je disais donc au jeune homme, c'est vrai que j'avais envie d'aller raconter là-bas, mais je n'ai pas envie d'aller faire halqa. Ça, c'est pas mon but, même malgré que mon frère a vu dernièrement, il m'a vu avec un serpent sur l'épaule en train de raconter aux gens qui croyaient avoir une poule avec. Donc, je le réponds. Mais c'est vrai que la différence, c'est que ici, bon, c'est vrai qu'on est un peu plus statique, mais là-bas, ça bouge beaucoup. Et d'ailleurs, je dois travailler sur les gestes pour ne pas trop bouger. Et en fait, quelque part, parce qu'on dit qu'en France, on a perdu le compte, mais non, pas du tout, parce que j'ai l'impression qu'au Maroc, on les a perdus. Alors qu'en France, on fait beaucoup de veillées, parce que moi, j'ai fait des veillées chez l'habitant. Donc, autour d'un barbecue, on invite les gens, et puis après, on se raconte des histoires. Et c'est comme ça qu'on a pu donc, se croiser avec Véronique. Et... Mais c'est vrai que mon rêve, d'aller raconter sur la place Aoujda et de montrer peut-être une autre méthode, parce que j'essaie toujours de ne pas tomber dans les clichés. C'est pour ça que j'utilise la sacoche de ma grand-mère. Et c'est pour ça que
je dirais, j'invite les gens à participer avec moi, alors que contrairement peut-être au Maroc, on donne tout. Les spectateurs ne ils reçoivent pas. En fait, ils répondent par le rire, mais pas par l'acte. Et moi, j'ai envie que les personnes participent. C'est ça mon but, c'est que les gens puissent participer. Peut-être la sacoche, bon, elle est récente, mais bon, si vous voulez montrer des sacoches de votre grand-mère avec un grand plaisir. Voilà, bon, c'est vrai que mon souhait, c'est ça. Je ne sais pas si tu te souviens ou pas, mais en tout cas, le premier festival de Gand, hein, le premier festival de Gand était lancé à l'Unibul. 1983. J'étais derrière ce festival parce que le conte était quelque chose, en tout cas pour moi, ça représentait quelque chose d'exceptionnel. C'est tout simplement comment peut-on avoir cette mémoire et le miroir pour comment vivre le passé et préparer l'avenir. Un conte, c'est toujours, je dirais, un parcours de vie qui nous permet à un moment donné de hop, réagir par rapport à notre histoire, par rapport à notre passé, par rapport à celui d'autres cultures. Et le conte, c'est un petit peu vraiment l'élément essentiel dans le domaine de l'interculturel. Vous l'avez dit, hein, c'est clair. Voilà. Si on prend une histoire, je dirais, de Lorraine, on peut la retrouver dans le sud du Maroc, etc. C'est la même sorte. Il y a un petit truc qui change, etc. Et ce festival a eu lieu, je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas, c'était au château de Villejuif pendant à peu près 7-8 éditions. Hein. Malheureusement, moi, je suis parti parce qu'il fallait que je poursuive mes études ailleurs. Et je l'ai repris quand même à Nancy. Il était repris jusqu'au 15e édition. Et après, on avait tous les conteurs qui viennent de partout. Hein, de partout. On avait des Canadiens, des Québécois plutôt que Canadiens. Des Québécois, des gens qui venaient de l'Afrique du Sud. Et la France est très, 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 très riche. Vraiment très riche par ces conteurs hein, qui viennent de partout et par aussi, je dirais, de cette richesse culturelle et l'oral nous permet de maintenir vraiment ce que j'ai de plus cher, en tout cas chez moi, c'est notre identité et notre passé. Donc alors, tu vas être conteur, Raïm. Tu es quand même tu vas être conteur à du festival, non? Bah, je pense que... Hein? Alors, si je raconte parce que c'est terrible. Non, on n'a pas vécu beaucoup parce que moi, je suis parti à Rabat et Boujdar, mais je me souviens, c'était un garçon terrible. Terrible, terrible. Mais je suis en cohérence avec moi-même parce que je cherche la sagesse. Je suis en harmonie. C'est ça que... Mais on n'a pas une gentillesse formidable. Et Aziz, quand il était en colère, hein, il fallait vraiment le suivre. Hein. Moi, je me souviens, il montait au premier étage, sur le mur. Et, hein, ouais, exactement, c'est ça. Et on l'a fait jamais. Hein. C'était un garçon qui... Mais souvent, ça, par contre, souvent, j'étais son cartable dans un petit coin, mais elle avait toujours ce petit côté à rendre service. Il y avait toujours la grand-mère d'à côté où il va lui chercher ses courses, où il va accompagner le monsieur, ça je me souviens. Par contre, il y avait aussi une autre chose qui était. C'est vrai de parler de notre mère, on avait une mère formidable. Hein. On parle un peu de notre père, mais on avait une mère formidable. La porte était grande ouverte, c'est quelqu'un qui avait un petit peu de possibilité, mais et chaque fois, il ramassait. Comme je dis ramasser, c'est un peu. Il allait trouver des enfants perdus dans la rue où ils n'ont pas de parents, où c'est des petits millions, et les ramener à la maison. Il les ramenait à la maison, et quand on. C'était longtemps, hein, jusqu'à qu'ils trouvaient leur famille. Et chaque fois, quand on partageait le repas, le premier morceau de viande, parce que la viande c'était très cher, ça allait aller chez l'enfant trouvé ou la petite fille trouvée. Et Aziz, je me souviens, lui, quand ma soeur était très en colère parce qu'il n'avait pas leur part de viande. Voilà un peu l'image que donnait de notre mère, qui était quelqu'un qui nous a appris énormément, qui nous a, en tout cas moi, m'a vraiment éduqué, française, parce que c'était une dame francophone.
Et donc, lui, il recevait de ma grand-mère de l'argent. C'est pour ça qu'il n'est pas devenu compteur. Non, d'accord. Donc, alors je disais que, bon, parce qu'on dit, c'est mon frère, c'est vrai, parce qu'il est venu avant moi je suis venu après, donc moi je disais toujours qu'il pareil, hein, parce qu'il est avant moi. Mais lui, il n'est pas devenu compteur parce que ma grand-mère, elle lui donnait de l'argent. Alors que moi, non. Moi, j'ai préféré le contenu de sa, dire plutôt les histoires qu'il y avait dans sa bouche que le contenu. Mais c'est vrai, comme il disait monsieur, je crois que le conte, c'est comme les oiseaux. D'abord, ils sont pas entières, et puis, ah, et c'est ça qui est terrible sur le conte. Nous, frontières, n'ont pas d'heure. Hein, on ne sait pas à quelle heure, on ne sait pas quand est-ce qu'on va raconter l'histoire. Et puis moi, je n'ai jamais connu un pays où le conte a habité parce que ça voyage tellement. Et puis, voilà, mais bon. Mais c'est vrai que mon livre, en fait, il est comme le conte. Il me transporte dans plusieurs pays. En Inde, au Maroc. C'est vrai, on parlait de petit garçon qui est venu chez nous. Vous le verrez dans l'histoire, Fares. Il s'appelle Fares dans l'histoire. Alors, en Inde, et en France. Parce qu'il y a aussi des belles histoires en France. Je pense que tu as dû savoir celle de l'héritage. Celle de l'héritage, elle se passe en France. Voilà, donc c'est déjà un bon voyage. Le Maroc, l'Inde et la France. Je ne sais pas si vous avez une question aussi, parce que je vous ai dit tout à l'heure en train de. Non. Les femmes un peu. Les femmes un peu. Parce que je vois l'égalité femmes en derrière, donc les femmes. Un peu là. Dis voir, parce que je te voyais rire quand mon frère parlait. Ah, En tout cas, tabarakallah, j'ai hâte de lire ton livre. merci. Tabarakallah عليك نتمنى لك الخير إن شاء الله والتوفيق. Merci. On a déjà parlé au téléphone. Peut-être Fatima. Merci, merci. J'ai une autre question. Peut-être qu'il y aura d'autres questions de l'audience. On aime on voit que tu apprécies beaucoup avoir double culture, c'est-à-dire marocaine, française, africaine, européenne. Est-ce que tu peux dire à nos jeunes d'ici, qui sont nés ici et qui sont d'origine marocaine, qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils soient fiers d'avoir cette double culture, sachant que certaines catégories vivent mal cette double culture, surtout ceux qui sont nés ici. Donc, qu'est-ce que tu peux leur dire? Merci. Une question difficile. Hein? C'est vrai que c'est une question très difficile. Bon, d'abord, je ne vais pas de conseils à donner à quiconque, mais je dirais, je suis issu, c'est vrai, de la culture marocaine, et je vais juste revenir un peu en arrière. Quand j'ai écrit le premier, les gens qui l'ont lu, c'était trop occidentalisé. Et puis, un beau jour, il y en a un qui me dit, Aziz, tu devrais retourner à ton enfance pour les puiser dedans. Et le deuxième, c'est vrai, quand il y avait 8 histoires, j'ai voulu le publier, et bon, quelque chose me disait n'est pas complet. Et c'est seulement quand je suis retourné à mon enfance pour la dernière histoire de Paresse, et c'est là que j'ai senti que c'est complet. Ce qu'il peut dire à notre jeunesse, c'est vrai, parce que comme projet que j'ai, c'est d'aller intervenir dans les écoles, de dire que malgré les lacunes que je n'avais pas les bases au niveau du français, j'ai réussi quand même avec la volonté, et j'ai osé. Et je pense qu'il faut qu'ils osent dans le bon sens. Et on est tous capables d'y arriver. Et les gens qui ont de bonnes cultures,
pas de s'assimiler, mais de s'intégrer, parce que la France, c'est comme une mobilette. Pour qu'elle avance, il faut de mélange. Donc, ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Donc, ils confiance. C'est pas vrai, Véro? Avec une conférence. Ouais. Inès? J'ai une question que je voulais te poser la dernière fois, je n'ai pas eu l'occasion. Les histoires sont racontées dans un détail, bon, c'est plus détaillé, là, sur la description des lieux, des personnages. Ce que je voulais savoir, comment tu faisais pour noter ces histoires au moment où tu les as appris? Est-ce que tu as un petit notebook ou pour noter voilà, les histoires et au fur et à mesure, ou tu te rappelles de ces histoires? Comment tu fais pour te rappeler de ces histoires? J'avais les blocs-notes, les papiers, j'en ai dépensé. Je voulais demander au consul de s'y renseigner de vos papiers. Non, je plaisante. Mais c'est vrai, parce que Younes, on s'est croisés dans le travail. On ne se connaissait pas. Je travaille à la SNCF, moi j'interviens pour la SNCF. Et pour mes histoires, même sur le chantier Younes, tu sais, sur le chantier, j'ai une idée, je retourne dans le camion, je prends mon bloc-notes, je la note. À 4 heures du matin, je me lève, je note. Hier, je n'avais pas d'inspiration, parce que je voulais mettre un petit mot pour notre consul, et c'était des gens formidables. Je n'avais pas d'inspiration. Ce matin, à 6 heures du matin, j'ai commencé à écrire. Une fois que j'ai l'inspiration, je ne la rate pas. Et quand je n'en ai pas, je ne fais pas. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Mais tout le temps, je suis en train d'écrire. Hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en ai des papiers et des papiers. Si vous voulez me rendre visite, je vous invite. Alors, il y a même des histoires qui sont écrites il y a 2 ans, qui sont toujours embryons. Et peut-être un jour, je lance la perche à la personne qui a envie de travailler avec moi. C'est pour ça que j'essaye de un peu lancer la perche à Véronique pour qu'un jour on puisse produire quelque chose ou l'inviter au Maroc à conter des histoires. Parce que Véronique, elle est aussi comédienne en même temps. Des loisirs, hein, vraiment, Oui, je suis en train d'écrire tout le temps avec des blocs-notes et des blocs-notes. Si tu veux m'offrir un bloc-notes, il sera rempli. Par contre, pour retrouver l'harmonie avec soi-même, je pense qu'il n'y a pas mieux que l'écriture. Parce qu'on peut parler pendant des heures et des heures. Mais quand on commence à écrire, c'est là la vérité. Parce qu'on va chercher au fond de nous ce qu'on a envie de dire. Et on va se forcer pour transmettre le message clairement. Et je crois que l'écriture, c'est très important pour se retrouver soi-même. En tout cas, c'est pour ça que j'ai dit, Inch'Allah, un jour, quand j'aurai un certain âge, je deviendrai peut-être un sage. Et je dirais, si tu t'assois à côté de moi et que je ne t'apprends rien, alors soit mon existence ou notre existence ne sert à rien. C'est mon souhait en tout cas. Voilà, Fatima de Lille, parce qu'on se connaît par téléphone, c'est vrai, et je suis ravi parce que c'est une personne qui nous a fait l'honneur de venir de Lille. C'est pas la porte à côté, hein. Parce que bon, c'est vrai, pour la motiver, je lui dis que nous avons un consul ouvert d'esprit. Bah, après, non, mais c'est un argument. Et puis, il avait envie de découvrir un peu, parce que souvent, il me disait, comme je l'ai dit à l'instant, les gens, quand on les entend parler, ils peuvent sortir les plus belles phrases. Mais quand on est face à face, c'est là qu'on apprend. Donc, si tu as des questions, Fatima, c'est délicieux. C'est vrai? Juste pour allumer. Allez-y. Alors, je voulais vous demander, hein, souvent dans le conte, il y a toujours lorsqu'on compte plusieurs études ont prouvé qu'il y a des récurrences chez une personne. Alors, mis à part l'enfance et l'inspiration de l'enfance, quels sont les thèmes qui sont récurrents, qui reviennent tout le temps dans vos contes? Et puis aussi, comment, parce qu'il y a des intrigues, hein, souvent dans le conte aussi. Alors, comment vous vous débrouillez techniquement à ce niveau-là, mis à part l'écriture?
Comme ça, on prend. Ah, alors, mes contes, ce qui revient, bon, je vais vous dire, c'est un peu vaste, c'est souvent la sagesse et une lueur d'espoir. Parce que mon but, aujourd'hui, c'est que chacun puisse partir avec une lueur d'espoir. En tout cas, le moment que nous sommes en train de vivre. Après, une heure après, s'il retrouve les choses habituelles, je n'ai plus rien. Mais au moment, comme elle disait Hafeda, c'est un moment agréable qu'on est en train de vivre, convivial. Mais je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Alors, on avait un copain, un fermier, qui travaillait à Casablanca. Et lui, dans sa vie, il a dû faire une bêtise. Je ne dirais pas laquelle parce que vous avez beaucoup devant le livre. Et cette bêtise, il est resté dans le fond. En tout cas, c'était une charge pour lui pendant 50 ans. Ce n'est pas rien. Je remercie. La France avait besoin. Eh bien, j'écoute beaucoup, je suis plus attentif à l'écoute. Et là, il a commencé à me raconter son histoire, ce qui est arrivé. Une semaine après, il m'a dit Aziz, merci. Et s'est soulagé. Et après, bon, il a acheté le livre, il a découvert son histoire avec plein de richesses, avec plein d'imagination. Bon, il se voyait dedans, mais l'histoire l'a transporté ailleurs pour enlever toute cette charge qu'il avait. Moi, je m'inspire beaucoup. Peut-être demain, je vais écrire, tiens, il y a un monsieur qui voulait animer la séance, et c'est un monsieur très gentil, très intéressé, très motivé. Il avait le regard souvent en face de notre consul. Et ils n'avaient pas besoin de se parler, rien qu'en se regardant, ils arrivent à se comprendre. Peut-être ça partira comme ça, une histoire. Et puis, la présence de Véronique qui a enrichi notre séance. C'est comme ça que je pars. Mais au bout du compte, il faut que je termine avec un espoir. Jamais. Sauf, je me suis amélioré, j'ai fait des progrès, c'est vrai, depuis. Et j'ai décidé cette fois-ci de vous laisser, vous, monsieur le consul, Véronique, Younes, vous, dans mon histoire, de laisser le soin de la finir. Et j'espère que vous allez justement la finir et me renvoyer le retour. Il y a une question en ligne. C'est vrai, Oui, Cédric, je vais commencer par afficher et partager la question de Lalla Souad d'abord. Elle est là. Oui. Donc, j'ai affiché la question de Lalla Souad qui vient de la poser, puis après, je prendrai la parole. Comment je me prépare? C'est ça, oui. Écrire un conte et le raconter avec beaucoup de charme est une présentation unique. Comment vous préparer? Sincèrement, comme je disais tout à l'heure, je donne ce que j'ai au fond. Je partage ce que je possède. Les préparations, certes, je prépare comme tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de m'isoler et de répéter comme on fait tous, afin d'être à peu près, je dirais, afin d'être prêt pour le respect, celui qui va nous écouter ou celui qui va nous lire, mais moi-même. Et donc, je le traque depuis tout à l'heure avec Véronique, parce que c'est quand même sérieux, un lieu officiel. Je suis invité par monsieur le consul, donc je dois un grand respect. Et j'avais le trac, et Véronique m'a dit, Aziz, tu sais, ta trac, eh ben, ça prouve que tu respectes les gens. Voilà. Donc, moi, je suis moi-même, je donne ce que j'ai. Après, voilà. C'est une grande passion pour moi, le conte, la langue de Molière. Je l'ai découverte et puis je suis fier. Oui, On revient. oui, c'est Aziz. J'ai deux petites questions à vous poser par rapport à ce choix de devenir un conteur, parce que quand on lit sur vous la presse, vous vous identifiez comme un conteur. Un Et passeur d'histoire. oui, un conteur d'histoire. Donc ce choix, et là j'ai fait défiler tout à l'heure quelques images que je vais repartager avec vous rapidement.
ici pour vous faire plaisir. Donc, vous avez ici, là, c'est la place de Oujda. Et j'ai lu que votre rêve, c'est d'aller compter, raconter sur cette place et peut-être redonner une vie, mais pas, c'est pas faire une concurrence à Jem El Fna, qu'elle a vécu apparemment un record mondial de compteurs en février 2023, en rassemblant des compteurs des 4 continents. Et c'était, je pense, une première dans le monde. Ici, vous avez les compteurs de l'époque, c'est-à-dire que le Maroc, il est vraiment, c'est ancré dans l'histoire. Et là, j'ai trouvé une image de Oujda. Donc, c'est un petit dessin de Oujda, très ancien. Et j'en ai identifié que ça, c'est une place à Oujda. Et ça, c'est une photo de ce festival qui a eu lieu à Marrakech en février. Je pense que c'est sur 2 jours, le 16 et 17 février de cette année, qui a battu un record. Ma question, choisir de devenir un conteur, c'est Aziz, en 2023, ce n'est-ce pas une question de générosité, parce que quand on voit à côté de vous, c'est Rahim, tellement généreux, c'est ce qu'il fait pour l'humanité, ses missions humanitaires, ses caravanes médicales. Je pense que c'est une question de générosité, parce que les personnes qui racontent, ils cherchent à se faire connaître. Mais vous comptez à partir de vos écrits, et vous comptez tout à l'heure sur votre compte LinkedIn, vous avez fait diffusé cette belle vidéo où vous racontez, puis vous faites rire. Je pense que c'est les réactions de tout le monde. Est-ce que c'est plus fort que vous de devenir un conteur en 2023? Et sur les écrits, euh, j'ai une question, vu que on délaisse la lecture en ce moment, surtout les jeunes, et quand on délaisse la lecture, on délaisse notre histoire. On est ignorant de notre histoire. Si on ne croise pas des gens comme vous, on va partager un petit moment, on va apprendre, vous venez de le dire. C'est comme si quand on va soit à l'église le matin ou le vendredi à la mosquée, quand on est devant le prêcheur, on est tous religieusement attentifs. Mais 1 heure après, on est dans notre vie quotidienne, on oublie tout ce qui a été dit alors qu'on avait les larmes aux yeux tout à l'heure. C'est-à-dire que si on ne va pas à la recherche de ces moments pour se cultiver, on ne les aura pas. Et est-ce que vous ne pouvez pas vous servir de vos talents de conteur pour refaire revivre l'histoire, ne serait-ce que la marocaine? Parce que le Maroc, c'est un pays d'histoire. Sans aller chercher l'Azalia vous connaissez un peu les histoires de l'époque, Alqama ou l'Azalia, ce qu'on a entendu alors que je ne suis pas un vieux, on a été bercé par ces histoires. Est-ce que ce n'est pas le moment peut-être de raconter les vraies histoires de notre Maroc, qui est parmi les plus vieux royaumes sur Terre et qui est maintenant plus connu que d'autres royaumes? Voilà, c'était mes 2 questions. Le choix d'être conteur en 2023, est-ce que ce n'est pas une question de générosité? Parce qu'on voit, c'est Rahim et Alors, c'est Aziz. il y a 2 questions en fait. Vous parlez des places au Maroc, Oui, originales, tout ça. Eh bien, et justement, pour faire revivre un peu la place de Bachir Abouab, je suis revenu donc à un grand conteur, donc qui n'était pas conteur, mais était chanteur et puis cantait en même temps, c'était Abdoulal Magana. Et justement, c'est Abdoulal Magana, donc il est décédé, malheureusement. C'est lui qui m'a permis de revenir sur la place de Baba Abdouhab, Sidi Abdouhab. Et justement, quand je suis allé une fois au Maroc, et j'ai vu que cette place était triste, et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer d'animer, mais d'une autre manière, lui donner sa vraie richesse, parce qu'il n'y a pas que le mur, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, on a une richesse et qu'on doit partager. Alors pour nos jeunes, moi j'ai une grande satisfaction pour le premier. Le premier, il y avait un collègue qui s'appelait Christophe, il ne lisait pas. Donc je n'ai pas dit Ahmed, j'ai dit Christophe, quand il était éduqué ici, il a grandi ici, il ne lisait jamais. Mais à partir de mon premier livre, il a commencé à s'intéresser. Pourquoi? C'est parce que j'ai choisi la manière d'écrire en disant il faut que ce soit le plus simple possible.
Il faut que mon livre soit accessible à tout le monde. Même la dernière fois, ma tante, qui est décédée dernièrement, elle avait quel âge? 80, Raïm à peu près. Elle a commencé seulement à apprendre le français. Et quand on était en vacances, je la voyais en train de lire mon livre avec du mal, et j'étais fier. J'étais fier parce que ça l'affectait tout le monde. Et donc, moi, mon but, c'est ici que tous les jeunes puissent prendre un jour un, un livre et puis lire, parce que dans ma tombe, il y a une grande richesse. Là, je m'envoie des fleurs. Je ne sais pas si j'ai répondu pour le passeur de Oui, soir. oui. Votre réponse, vous savez, le Farabi, qui a connu, qui était un grand médecin, un grand physicien, un grand juge, et quand on lui a posé la question de sa fierté, il avait dit, c'est ce que j'avais appris aux vieilles dames oubliées de notre société. Il leur avait appris quelques mots, phrases à apprendre par cœur. C'était sa grande fierté. Sa grande fierté, c'était pas d'être le plus grand médecin de son époque, ni une personne qui était très, très connue. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'on pourrait l'histoire marocaine, elle est vivante, elle a pas besoin, on a nos historiens, on a ce qu'il faut. Est-ce qu'on ne pourrait pas passer par cet exercice donc d'être conteur pour essayer de peut-être de choisir quelques histoires qui ont marqué le Maroc et puis les faire un petit peu découvrir à ce public de diaspora, parce que c'est la diaspora qui a besoin de ça, qui a besoin, parce que à chaque fois, parmi les choses qui nous alarmaient autour de Cédric depuis le début, c'était de faire revivre le côté artistique, le côté culturel, intellectuel, autour du consulat, parce que le consulat en tant qu'administration, c'est une administration parmi d'autres, mais le consulat en tant que qibla, comme une destination culturelle, intellectuelle, c'était ça le but, et alhamdoulilah, on est vraiment ravis, plus que ravis, on est plus que satisfait par un bilan très, 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 très satisfaisant de de ce contenu intellectuel. Il suffit maintenant d'aller sur la chaîne YouTube du consulat et on voyage à travers l'art, à travers la poésie. Maintenant, on a le conte. C'était même pas un rêve. Hein. Si on avait listé le doléance à Cédric, on aurait oublié pas mal de choses qui ont été réalisées aujourd'hui. Et donc là, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Donc, est-ce que pour vous, ce serait possible de voilà. Est-ce que pour vous, le conte pourrait servir? Parce que là, franchement, quand on est à côté d'un conteur, on est ravi, c'est une cure d'antéride d'écouter un conteur intellectuel. Est-ce qu'on ne pourrait pas se servir parce qu'on n'a pas donné peut-être toute la chance à cet exercice culturel? Ben, moi, je pense qu'un conteur ne peut faire que du bien. Un conteur ne peut que transmettre des belles choses. Un conteur ne peut donner que de l'espoir et pour aller dans l'au-delà, pour aller en avant. Mais je pense que rien, il veut répondre à une question. Oui, parce que, juste une petite dernière remarque, le conteur, par exemple, un conteur à Djam El Fna, il n'a pas une statut social, mais il a une valeur intellectuelle qui traverse, qui voyage à travers les continents. Oui, cher ami, je vais tout simplement revenir sur la deuxième question. Et déjà, je te remercie pour ces mots tellement gentils et généreux. Hein. Je dirais tout simplement que il est nécessaire aujourd'hui, de reprendre un peu le flambeau et de créer des liens entre le Maroc et la France dans le domaine de l'oralité. Il est nécessaire de reprendre notre richesse. Il y a une très, très grande richesse au Maroc dans le domaine de récits. Que ce soit les récits de vie, soit tout simplement des contes racontés par nos grands-parents ou par des conteurs sur des places. Hein, un peu partout au Maroc, il y a des places où des conteurs racontent. Moi, un certain moment, j'avais proposé à Aziz. En réalité, il y a une structure, une association qui se trouve à Vendée qui s'appelait Réponse. Cette association
publié tous les mois, et une revue, hein, vraiment un très bon, belle revue, hein, avec chaque fois une histoire racontée par ma mère. C'est-à-dire, elle racontait des histoires et chaque fois, il y avait une dame formidable qui s'appelait Dominique Sémonin qui reprenait l'histoire et l'a publiée. J'avais demandé à Aziz de reprendre ces histoires parce que c'est des histoires du Maroc, des histoires du fond vraiment de ce qu'il y a de plus profond de notre Maroc, que ce soit dans le domaine de chez les Berbères ou chez les Arabophones. Oui, et ces écrits, moi je les ai hein, encore, hein, ces écrits. Et ce serait formidable c'est un jour Aziz reprend ces histoires. Enfin, ils sont déjà faites, mais ils ont besoin d'être, allez, je dirais. Ils sont carrés, je les ai vus. C'est carré, mais il y a ils besoin peuvent être. d'imagination. On peut Parce que les enrichir, on peut il y a les différence entre rendre quelqu'un qui plus. écrit et un conteur. Mais c'est des histoires, par exemple, sur Sa Majesté, ou je veux dire, le regretté Mohamed VI, où il racontait des histoires populaires sur le fait que la population m'a vu dans la lune, etc. Et autour de ça, il a fait toute une histoire vraiment assez construite. Et des histoires vraies, par exemple, l'histoire de Nounja. Qui ne connaît pas l'histoire de Nounja chez les Marocains? Moi, raconté par toutes les grands-mères et les ninjas pour certains, et d'autres histoires. Et moi, je pense que ton idée, cher ami, est très, très intéressante. Comment peut-on aujourd'hui faire un peu le lien et travailler sur ce qui est notre patrimoine culturel, patrimoine d'oralité au Maroc, et c'est possible de le faire, je suis certain. Il y a un festival de récits, de contes à Agadir, je ne sais pas si vous le connaissez, qui était lancé par une ancienne ministre, j'ai oublié son. Elle était prof à l'université à Agadir et qui a été à l'origine de ce festival. C'est le seul, malheureusement, festival de contes au Maroc, hein, et existe encore à nos jours, hein, où il y a énormément de conteurs venant de partout. Hein. Et il y a aussi des conteurs populaires marocains, comme l'Almagana dans le temps. C'est-à-dire qu'on raconte ces histoires. Voilà, c'est une très bonne idée. Il faut la prendre en main et d'aller en apprendre. Véronique? Je peux me permettre une remarque. Même si l'idée est importante, c'est vrai que le conteur, il a la transmission comme mission. Hein. Quand vous demandez des récurrences, moi, je suis très attachée au temps et au temps qui passe. Donc, cette transmission, elle fait partie du cheminement et du temps. En revanche, je pense que chez Aziz, il y a encore une autre dimension, c'est qu'il a le talent d'écrire. Enfin, moi, je suis une conteuse amatrice, hein, je ne viens pas du tout professionnelle. Je n'écris pas. Je m'accapare des contes très, très anciens qui repasse par mon filtre et mon histoire personnelle, parce que je pense que chaque conte peut faire écho différemment chez les uns les autres au regard de notre parcours, de notre vécu. Ça ne va pas interpeller les mêmes choses. Et voilà, mais Aziz a ce talent-là de pouvoir écrire et inventer, et ça, c'est encore une autre dimension au simple conteur, je dirais. Oui, c'est vrai, je ne sais pas si j'étais dans un monde de rêve imaginaire, mais en tout cas, chaque fois quand je rencontre des gens, j'ai l'occasion de discuter avec eux et que leur histoire me plaît. Et chaque fois que je rentre chez moi, elle devient une vraie histoire. C'est incroyable. Bon, je pense que c'est ce que j'ai pas eu quand j'étais jeune avec mon frère. Non, je pense que je l'avais quand j'étais enfant. Et c'est seulement à l'âge de 53 ans que j'ai découvert que j'avais ce talent. Et donc, ce talent, j'ai envie de l'exploiter et de le partager, ainsi que je dirais, d'entraîner des gens avec moi, parce que je suis pour le partage. Et justement, je l'ai lancé parce que je suis passé à la radio marocaine et j'avais lancé l'idée de pouvoir travailler avec d'autres personnes, de monter des histoires. Et si ce soir, parmi nous, il y a des gens qui ont envie qu'on travaille ensemble, c'est avec un grand plaisir. Parce que, comme disait Véronique, elle me dit, Véronique, non, c'est ta journée. Je dis non. Moi, je veux que tout le monde soit sur la même ligne. Il n'y a pas un plus que l'autre.
Donc, on est là pour partager, on n'est pas là pour se dire l'autre est meilleur. Non, c'est ce qu'il a répondu à Véronique. Et si ce soir, parmi vous, il y a des gens qui souhaitent travailler avec moi, c'est avec un grand plaisir. Et peut-être, pourquoi pas, j'en serais même dit à Monsieur le Consul que le premier, elle a été choisie par des gens qui le connaissent très bien. Je ne dirais pas qui c'est au Maroc, que j'ai jamais vu, j'ai eu l'occasion par hasard. Non, c'est par l'intermédiaire de la dette que je connais ces gens-là et qui sont proches de Monsieur le Consul et qui m'ont traduit le livre en arabe. Ils sont très proches, ils me connaissent très bien. Ils m'ont parlé beaucoup plus de vous que moi alors, et pourquoi pas un jour en collaboration avec le consulat, puis avec les amis, parce qu'il n'est pas encore publié en arabe. Hein. J'étais encore en train de rechercher, est-ce qu'ils vont mettre les deux, français, arabe, et l'illustration sépare les deux. Je suis encore à la recherche. Si des personnes qui souhaitent travailler avec moi, c'est avec un grand plaisir. Moi, je le dis tout de suite, c'est par passion. Il n'y a pas d'intérêt financier ou quoi que ce soit. Mais c'est une question. Tout à fait. J'ai une question. Là, tes histoires sont vraiment attachantes. On quelqu'un qui est dur un peu longtemps. Je voulais savoir, est-ce que tu t'es jamais posé la question d'écrire un roman, donc une histoire un peu plus longue? Tu sais, j'ai toujours de l'espoir. Parce que mon premier livre, c'était réellement des contes. Et tu me prends la perche pour dire que celui-là, en fait, ce n'est pas des contes, c'est beaucoup plus de nouvelles. Ah, on est bien d'accord? Donc, il y a une progression. Et merci Younes, parce que je suis pour progresser. Et pourquoi pas un jour, un roman. Merci Younes, mais bon, moi, c'est beaucoup de travail. Il ne faut pas croire que c'est énormément de travail, parce que j'ai mobilisé pas mal de personnes, jusqu'à Véronique qui me dit, Véronique, est-ce que tu peux me corriger? Et Fatima également, donc qui habite à Lille. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc, Fatima, Véronique et puis d'autres personnes sur le Niville. Une personne qui a 80 ans, qui lance avec moi dans l'aventure. Et je dirais, une très belle histoire parce qu'elle corrige un peu la syntaxe et en même temps, comme je disais tout à l'heure, le vieux sage qui m'invitait à boire son café. Et cette dame également, si je ne viens pas un dimanche, eh ben, je vais me faire disputer. Et c'est agréable. Et c'est elle qui m'a fait l'illustration. Alors là, vous voyez des cadres, il fallait 2 ans de combat avec elle pour que je puisse mettre ces dessins dans un cadre. Parce que c'est comme les peintres. Ils veulent garder leur bien, ils ne veulent pas le partager. Et pas de 2 ans de combat avec elle pour pouvoir avoir un cadre et une belle photo. Et c'est une personne que je remercie, je rends hommage, parce qu'elle m'apporte beaucoup. Bon, après, aussi, donc, comme disait Reine, je suis gentil. Hein? Et, et puis, je suis même, je dirais, parce que moi, je suis toujours pour essayer de donner toutes les ficelles à toutes les personnes, parce que je ne possède rien et rien ne m'appartient. Demain, je partirai. Mais j'ai envie d'avant de partir, de partager des choses avec les gens. Celui qui a envie d'avoir des ficelles pour pouvoir sortir un livre, je suis prêt. Je suis prêt à lui donner parce que l'imprimerie, ce n'est pas que l'argent avec moi. C'est aussi une personne qui a rajouté sa touche pour que je puisse avoir un beau produit afin de respecter le lecteur. Les gens qui m'ont corrigé, il y en a encore d'autres, hein, à l'Univille, il y en avait plusieurs, c'est aussi des gens qui m'ont aidé gracieusement. Donc c'est joli. Bon, par contre, quand vous allez le lire, vous allez découvrir beaucoup de faillites. C'est vrai que mon frère a été cité dans le premier, il n'est pas cité dans le deuxième. Et j'ai mes enfants également qui ont participé. J'ai mon gamin Oussama en face de vous. C'est lui, grâce à lui, que j'ai pu imprimer, faire des photocopies, reprendre tout ça là. J'ai mon gamin, le grand, qui s'appelle Nassim, qui m'a fait la mise en page. Donc, il est parfait. Donc, si vous avez besoin. Et puis, j'ai un autre garçon qui m'a soutenu. Donc, je pense que son rôle aussi est important parce qu'il m'a permis de produire le pressbook afin de faire la promotion pour mon livre.
Et voilà, donc il y a des enfants qui ont participé. Je crois qu'il n'y a pas plus joli que de faire participer ces enfants. Un beau gosse, hein. Et puis, c'est vrai que dans mon livre, vous verrez, je remercie aussi Romain et Mounir, parce que comme il disait tout à l'heure, c'est vrai que j'ai oublié, comme il disait tout à l'heure, Younes, il me posait la question quand est-ce écrit. Eh bien, je suis souvent en déplacement, et souvent je suis en train d'embêter mes collègues de travail, parce que je suis en train d'écrire et leur poser la question, est-ce que ça va? Est-ce que ça vous plaît? Alors des fois, je suis agaçant. Mais bon, ça les arrange parce qu'ils aiment bien un peu sortir du boulot et voyager donc dans un autre monde. Et c'est comme ça aussi. Tous les soirs, je les agace, mais c'est pour ça que je me suis permis aussi de leur rendre hommage. Voilà. Et puis, par rapport à la lecture, j'étais en train d'écrire, en fait, quand j'écrivais l'histoire de ma grand-mère avec sa sacoche. Et je suis arrivé, donc il me raconte des histoires avec l'argent. Il y a un jeune qui n'a rien à voir avec la lecture, mais il écoutait d'une oreille sans me le montrer. Et puis, c'est lui qui m'a sorti le contenu de sa bouche. Ça vaut largement. Donc, cette histoire, ça vaut largement le contenu de sa bouche. C'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la lecture, mais par curiosité, il écoutait. Donc, je suis ici pour ça, pour initier les gens à lire, à partager, à, si je peux le dire, on les dira une jet. Voilà. Merci. Il n'y a pas d'intervention, je peux intervenir. Donc, moi, je voudrais un peu de bien, tu as évoqué ton travail, ton métier. On sait que tu es un, comment on dit au Maroc, un qui travaille dans le sel, donc au Maroc. Je m'appelle Cheminot, quoi. Un cheminot. Cheminot. Justement, est-ce qu'il y a un lien, le fait que tu sois dans les chemins de fer, des trains, parce que ça fait penser au voyage, donc on est en voyage hein, tout le temps dans la vie, donc le lien avec ce que tu fais en termes de production littéraire. Merci. C'est vrai que M. Daconet Véronique également, il y a le train. On parle du train pour voyager, pas des histoires. Vous connaissez? On utilise le train pour pouvoir raconter des histoires dans le train. Vous connaissez? Dans mon domaine, euh, je travaille et souvent j'ai des trains qui passent en face de moi. C'est vrai que j'ai envie de voyager. Les cheminots, là où j'y vais, je peux vous garantir qu'ils connaissent la culture marocaine. Et je pense qu'il est c'est peut confirmer. Ah, il n'y a pas un seul cheminot alors que je traverse la France de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Tous les cheminots connaissent le Maroc parce que je suis fier d'être marocain, d'origine marocaine, et je suis fier d'être adopté par la ville de Lunéville en tant que Français. Mais revenir à ses origines, ça ne peut qu'être bien, justement pour ne pas avoir le cul entre deux chaises, excusez-moi du terme. Et non, mais c'est comme ça qu'on dit, non, mais il n'y a pas d'autre terme. Les politiciens le disaient. Donc, et quand on sait d'où on vient, après on se sent très bien. Et on sait où après on peut y aller où on a envie. Après on peut poser. Et les cheminots, j'en raconte des histoires sur mes collègues, mais je n'en pas. Je raconte des histoires sur l'héritage. C'était aussi une famille qui, dans le cadre du travail Véronique, c'est l'héritage. Et beaucoup de collègues que je raconte des histoires sans qu'ils le sachent. Et après, c'est vrai qu'en France, je dirais, je côtoie beaucoup des ex-occidentaux pour le compte et les gens de Chine. Et c'est vrai que nous avons un travail énorme à faire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et pour le compte, en France, on a besoin parce que dans chaque rang. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'il y en a pas mal. Et quand j'ai fait la présentation, il y avait 80 personnes, on a été très peu. Mais donc, on a tous un travail à faire là-dessus. Voilà.
Il y a une question. Incroyable. Merci Aziz, pour la pour la présentation et pour les histoires. C'est très enrichissant. Je reviens juste sur quelques questions qui sont peut-être importantes. Ma première, c'est est-ce que chacun de nous pourra être identifié comme un conteur ou un auteur? Est-ce que on a chaque personne peut-être a quelque chose de raconter? Et ma deuxième question, est-ce que un conteur peut être aussi un monteur? Et Très bonne question, mais très bonne. et la troisième, c'est est-ce que pour écrire un conte, est-ce qu'il faut avoir de l'argent sur son compte? Bravo. Je vais commencer par la troisième. Donc, je vais dire au micro. Alors, je vais commencer par la troisième. Est-ce qu'il va y avoir un compte? Et bien, le premier, l'argent du premier sont toujours sur mon compte. Tellement que c'est une passion. Et je n'ose même pas les dépenser. Voilà. Donc, j'ai un compte rien qu'à dire pour le premier. Est-ce qu'on peut être un compteur et monteur? Moteur ou monteur? Monteur. C'est bien, je m'appelle. Non, je ne pense pas. Parce que celui qui aime le conte, réellement, a envie de transmettre des choses, il est déjà sincère avec lui-même. Il est en harmonie avec lui-même. Et quand tu es en harmonie avec toi-même, tu ne peux transmettre que du bien. Moi, je vois les choses comme ça. Surtout quand quelqu'un comme moi qui parle de donner une lumière d'espoir. C'est vrai. Avant, comme il disait Raïm, j'étais gentil. Quand quelqu'un est malade, quelqu'un qui avait un problème, j'essaie de raconter un mensonge pour essayer de réconforter. Et puis, avec l'âge, non, non, mais avec l'âge, j'ai appris que ce n'est pas la peine de mentir, autant dire la vérité. Et c'est pour ça que je le dis maintenant, être conteur réellement, tu ne peux pas mentir. Fais voyager les gens. Tu dois prendre une lueur d'espoir, mais sans mentir. Et la troisième, c'était, nous sommes tous des conteurs ici, mais nous ne sommes pas tous des menteurs. Hein? Nous sommes tous des conteurs. Tout à l'heure, je vais discuter avec toi. Peut-être dans la semaine prochaine, il y aura une histoire. Tous. C'est comme ça que je m'inspire. Et c'est grâce aux gens que je croise que je m'en réjouis. Excusez-moi. Est-ce que dans parce que dans le mensonge, il y a le mensonge. Alors, je ne joue pas avec songer. Non, je ne joue pas avec les mots parce que transmettre, et quand on écrit, c'est difficile. C'est difficile parce que l'écrit, c'est très difficile. Je vais prendre un exemple qu'on a vécu avec Véronique. Et c'est un très bon exemple. Alors, vous verrez, dans l'histoire de Nadia, c'est la vendeuse de pommes d'amour, hein, il y a un passage qui dit elle était tellement belle, et quand on passait devant les hommes, elle s'arrêtait pour la regarder. Oh, c'est naturel. La Véronique, là. C'était pas naturel. Elle m'a fait la remarque quasi du non, mais les montagnes en Occident et l'Orient qui se croisent. Et j'ai trouvé que c'était une très belle remarque. J'ai discuté avec des gens et je me suis dit, bon, ça va être que moi j'ai tout par rapport à ce que je ressens. Alors j'ai décidé de le garder. Il a dit que je le gardais. Mais c'était une très belle constat. Alors voilà, donc écrire, c'est très difficile parce que moi, je peux parler pendant des heures et des heures, mais écrire, il faut vraiment savoir transmettre le message. Et pas écrire une phrase ou écrire peut-être un projet pour une demande de subvention. Ça, c'est pour être cohérent du début de l'histoire jusqu'à la fin. Et c'est pas facile. C'est pas facile, mais Dieu merci que j'ai des gens qui m'entourent. Sincèrement. Sonia. Ah, tu peux. Merci.
Mais j'aimerais bien que les femmes commencent à écrire, à Veda, tout ça, là. Moi, hein? Les femmes, chez les conteurs, il y a une quantité de femmes. Il y a plusieurs femmes qui Oui, sont des. mais nous, on est là pour... Non, mais on est là aussi pour initier les gens. Parce que si on s'arrête sur les gens convaincus, ça sert à rien. Si on prend l'histoire et on prend un petit peu un retour en arrière, dans nos mémoires, quels sont les conteurs, les conteuses? Des femmes. Rien que des femmes. Bien sûr, hein. Hein, il y avait cette relation avec le récit, les récits de vie, des histoires racontées, c'était, on prenait les femmes. Aujourd'hui, par exemple, je parle de la France, hein, je connais de la France, on a vraiment, excusez-moi le mot, sur le marché, un nombre très, très important de femmes conteuses. Bien sûr. Ils sont très, très nombreuses, hein, de toute origine, hein, confondue. Il n'y a pas de. Et il y a moins d'hommes, surtout chez les Occidentaux, hein, il y a peu d'hommes. Un peu plus chez je dirais l'Afrique du Centre ou les Afriques. Ouais, exactement. Mais Je pense que oui, Raïm, ça c'est des gens convaincus. Mais mon but, c'est aussi d'initier des gens qui viennent me voir, parce que les gens qui viennent me voir, c'est peut-être des gens qui sont comme moi, et qui n'ont pas osé écrire, qui n'ont pas osé compter. Et c'est mon rôle de leur dire, vous pouvez. Parce que si on fait que les gens, que des professionnels, on n'arrivera jamais à initier d'autres personnes. C'est ça mon but, c'est à Hafeda qui commence à écrire. Voilà, donc c'est ça mon but, c'est pas d'écouter les professionnels. Pas mal, Fatima? C'est vrai qu'un dernier mot, je dirais, je suis heureux et très honoré dans un lieu magique et rempli d'histoire. Ce n'est pas le bâtiment, c'est par les actions qui ont été menées par nos Français. Il a réussi à le remplir. Et puis, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, il faut que ça continue. Et je suis très honoré d'être parmi vous et je vous remercie beaucoup. Franchement. Ben voilà, des photos avec le nom. Oui, on peut prendre des photos. Je ne sais pas qui sont les photographes.